Pendant des décennies, d'autres ont raconté l'agriculture du Burkina Faso à la place de ceux qui la vivent. Ils parlaient de misère, de dépendance et de retard, alors que les champs, eux, montraient un travail acharné, une science du sol et une fidélité profonde à la terre. Quand Ibrahim Traoré décide d'écouter ses paysans plutôt que les rapports lointains, quelle place votre propre regard laisse-t-il à leur vérité ? Derrière les chiffres, une autre histoire apparaît déjà, celle d'un paysan qui passe de la survie imposée à la maîtrise sereine de son avenir. Si ce récit mérite d'être repris depuis le début, c'est parce qu'il ne parle pas seulement d'agriculture, mais d'un pays qui décide enfin de se croire capable. La promesse est simple: comprendre comment un changement parti des champs, sans annonce spectaculaire, sans experts étrangers, a mis en mouvement une transformation qui redonne du poids à ceux qui cultivent. Ce cadre vous donne un bénéfice clair: saisir en 10 à 12 idées la logique réelle qui relie l'écoute, l'action et le renversement de confiance. Et pour mesurer les enjeux, il suffit de revenir à la scène fondatrice, des paysans persuadés qu'aucun dirigeant ne les écouterait plus jusqu'au moment où leurs paroles redeviennent la base de chaque décision. C'est là que se joue tout. Un pays passe de l'attente résignée aux solutions imposées, à une reconstruction menée par ceux qui savent lire la terre au lever du jour. Et si cette bascule silencieuse avait ouvert bien plus qu'un simple programme agricole, un précédent politique capable de redéfinir la manière dont une nation décide pour elle-même. Deux éléments ont brusquement changé la trajectoire agricole du pays: la prise de parole directe des cultivateurs et la révélation d'un décalage structurel que personne n'avait quantifié, notamment l'écart de plusieurs décennies entre les outils réellement utilisés et les besoins modernes. Et ce contraste, mis en lumière dès les premières tournées de terrain, a créé un point de bascule que même l'entourage d'Ibrahim Traoré n'avait pas anticipé. À partir de là, le décor s'éclaire autrement. Pendant des années, les rapports venus de l'extérieur décrivaient des campagnes immobiles, comme si la lenteur observée relevait d'une incapacité culturelle plutôt que d'un manque d'appui technique. Or, les paysans travaillaient déjà au maximum. Journées entières, passées à retourner la terre à la main, semis réalisés au rythme du corps humain, et courses permanentes contre des pluies de plus en plus imprévisibles. Ce n'était pas la volonté qui manquait, mais l'environnement qui les ralentissait. Le moment clé survient lorsque les premières séances d'écoute, initiées sans protocole formel, dévoilent un système usé jusqu'à l'os. Les outils transmis de génération en génération ne suivaient plus les réalités climatiques. Les semences restaient coûteuses. Le stockage inadapté transformait chaque fin de saison en pari risqué, où des semaines de travail pouvaient s'effriter en quelques jours. Même les politiques publiques, conçues dans des bureaux éloignés des villages, semblaient pensées pour un autre pays ou un autre siècle. Ce mini-révélateur pousse à relire tout le passé récent. Les plaintes répétées n'étaient pas un signe d'incapacité, mais un diagnostic collectif que personne n'avait réellement pris le temps d'entendre. Et lorsque les cultivateurs découvrent qu'on les écoute sans leur couper la parole, quelque chose d'inédit circule, une confiance prudente mais réelle, fragile, mais suffisante pour rouvrir l'avenir. Dans cette dynamique, le pays n'avance plus à partir d'analyses externes, mais depuis la connaissance intime de ceux qui vivent la terre. Et c'est précisément ce changement de centre de gravité qui permet d'entrevoir la suite. Dans cette transition encore hésitante, une figure devient le fil conducteur, l'ingénieur agricole de terrain, celui qui quitte les bureaux pour marcher aux côtés des cultivateurs. Son rôle change tout, car il relie les observations du sol aux décisions publiques sans faire perdre une seule journée de saison. Au début, ces ingénieurs ne savent pas si leur présence sera acceptée. Les paysans ont vu trop de projets pilotes disparaître après quelques photos officielles. Pourtant, le fait qu'Ibrahim Traoré ait lui-même commencé par écouter longuement ouvre une brèche. Si le dirigeant prend le temps de comprendre, alors les intermédiaires doivent faire de même. C'est ce climat nouveau qui permet aux premiers résultats d'apparaître. Les cas les plus révélateurs viennent de villages où une seule machine, bien utilisée, réduit en quelques heures ce qui prenait autrefois 3 jours. Dans un hameau du centre-ouest, des cultivateurs racontent comment, pour la première fois depuis longtemps, ils ont pu semer avant la première pluie plutôt qu'après. Dans une zone du sud, un groupe de femmes affirme qu'elles n'ont plus besoin de renoncer à une partie de leur parcelle faute de force physique suffisante.
Ces récits brefs mais répétés forment une mosaïque cohérente. Lorsque les outils, les conseils et le calendrier s'alignent, la marge de progrès devient immédiate. Et c'est là que surgit la vraie question, celle qui lie effort individuel et changement systémique. Qu'est-ce qui se produit lorsqu'un pays laisse enfin ses cultivateurs définir le rythme de sa transformation? L'activation commence dans un silence presque méfiant. Les cultivateurs parlent, les ingénieurs prennent note. Les premières tournées révèlent l'ampleur d'un retard matériel que personne n'avait réellement mesuré. Le système craque, mais il tient encore juste assez pour qu'une décision ferme soit possible. C'est à ce moment précis qu'Ibrahim Traoré tranche. Il faut agir vite, frapper juste, éliminer les intermédiaires et rendre leurs outils à ceux qui travaillent la terre. L'impulsion est nette. Elle désenclave des années de frustration accumulées. Puis vient le basculement concret. Le gouvernement débloque les moyens nécessaires et envoie matériel, machines, semoirs, charrues et intrants directement vers les zones rurales. Le choix est inhabituel. Pas de lenteur administrative, pas de vitrine, pas de cérémonie. Les villages reçoivent d'abord et les explications viennent ensuite. Cela surprend. Les cultivateurs n'y croient pas tout de suite. Ils savent que d'autres programmes, auparavant, promettaient beaucoup et s'évaporaient avant même leur arrivée dans les régions éloignées. Cette fois, les machines arrivent en masse, les outils circulent. Des centaines de tracteurs couvrent les distances d'un pays immense. Le rythme change brutalement. Les semis se font plus tôt. Le travail se contracte. Les journées s'allègent. Le calendrier agricole se réaligne enfin sur les pluies. Le pic survient lorsque les ingénieurs, déjà sur place, s'organisent pour accompagner chaque livraison. Ils apprennent aux cultivateurs à manier les machines sans risque. Ils réparent aux besoins. Ils optimisent les cycles. Le gain est immédiat. Dans certains villages, ce qui prenait une semaine de labeur se règle désormais en une journée. Dans d'autres, de nouvelles parcelles longtemps abandonnées retrouvent une utilité. L'effet d'entraînement gagne les régions voisines. Les cultivateurs comparent leur rendement, observent des écarts soudains, puis comprennent que l'écart vient des outils, pas des compétences. La confiance se déplace. Elle se pose là où elle aurait dû être depuis toujours, sur leur savoir-faire. La montée en puissance atteint son sommet lorsqu'apparaissent les premiers surplus. Le phénomène, longtemps disparu, réapparaît comme un signe tangible que l'agriculture peut porter le pays au-delà de la simple survie. Les familles respirent. Les villages, malgré l'insécurité, maintiennent leur surface en culture grâce à la rapidité des machines. Les drones soutiennent la vigilance communautaire et réduisent les zones dangereuses. Le pays produit plus qu'il ne consomme. Le symbole est immense. 2 années consécutives de surplus redonnent confiance à des régions entières. La logique d'abandon s'inverse. La logique de reprise s'impose. Puis vient la phase de retentissement. Les cultivateurs déplacés trouvent du travail grâce à la création de milliers de postes agricoles. Les villages se stabilisent. Les jeunes cessent de dériver. Les familles retrouvent une perspective. Les usines communautaires renforcent le mouvement. Les tomates se perdent moins. Les mangues deviennent plus rentables. Les grains cessent de sortir bruts du pays. La valeur reste sur place. Les circuits économiques se referment enfin autour des producteurs. Et dans ce nouvel équilibre, une certitude se forme. La transformation n'est pas un miracle, mais la conséquence directe d'un enchaînement de décisions qui, une fois alignées, change la physionomie d'un pays. Au départ, la ligne de base est brutale. Malgré un travail exténuant, la plupart des familles rurales ne produisent que juste assez pour passer la saison. Et certaines années, même cet équilibre fragile se brise. Les champs sont préparés à la main, les semis arrivent souvent trop tard par rapport aux pluies. Et les récoltes restent enfermées dans un cycle d'effort maximal pour résultat minimal. Dans ce contexte, la moindre variation climatique ou sécuritaire suffit à mettre en danger des mois de labeur. Lorsque les machines, l'encadrement quotidien et une meilleure organisation des calendriers agricoles se déploient, la trajectoire change nettement, avec des hausses de rendement mesurées entre 35 et 40% dans de nombreuses zones. Ce gain de 35% assure enfin des réserves alimentaires plus stables. La borne haute, à 40%, ne se résume pas à une simple amélioration technique. Elle incarne le passage d'une agriculture qui résiste à une agriculture qui commence à respirer et à se projeter,
À 40%, l'augmentation transforme une bonne saison en véritable tournant. Ces pourcentages ne flottent pas dans l'air, ils prennent forme dans la vie concrète des villages. Là où auparavant, chaque mauvaise pluie pouvait ruiner toute une campagne, la rapidité nouvelle des labours et des semis réduit le risque de manquer la fenêtre météorologique. Là où le stockage inadéquat condamnait une partie de la production à pourrir en quelques jours, les surplus permettent désormais de mieux organiser la conservation et la vente. Le surplus n'est plus un accident exceptionnel, mais un horizon que l'on peut raisonnablement anticiper. Le signe le plus spectaculaire arrive quand le pays enregistre 2 années consécutives de surplus céréalier malgré l'insécurité persistante. 2 années consécutives de surplus rompent avec des décennies d'incertitude. Dans beaucoup de contextes similaires, les attaques et les déplacements font chuter la production. Ici, la mécanisation et la réorganisation des zones de culture permettent au contraire de la maintenir et même de la croître. Le temps passé dans les champs diminue, la vulnérabilité directe recule et chaque heure gagnée se convertit en sécurité supplémentaire pour les familles. À ces données s'ajoutent des effets indirects qui renforcent encore la tendance. Les ingénieurs présents dans les villages réduisent les pannes longues et les erreurs de manipulation. Les cultivateurs, mieux informés, choisissent le bon outil pour le bon sol et la bonne période. Les drones aident à surveiller les zones risquées et à repérer plus tôt les problèmes dans les cultures. L'ensemble compose un système où chaque amélioration modeste consolide la suivante, jusqu'à produire cette impression de décollage progressif. En filigrane, les chiffres confirment ce que les paysans disaient depuis des années. Le problème ne venait pas de leur engagement, mais du manque de moyens adaptés. Désormais, la base de départ n'est plus une survie au jour le jour, mais une capacité à envisager la prochaine saison avec un peu d'avance. Et lorsque les données rejoignent enfin l'expérience vécue, c'est la confiance en soi d'un pays entier qui commence à se recalculer. Deux lectures s'opposent souvent lorsqu'on observe la transformation agricole du Burkina Faso. La première, défendue par certains observateurs extérieurs, affirme que l'amélioration récente ne serait qu'un sursaut ponctuel, fragile, dépendant d'un contexte exceptionnel plutôt que d'un changement structurel. Selon cette perspective, les gains de rendement, même significatifs, pourraient s'éroder rapidement dès que les difficultés sécuritaires ou climatiques reprendraient le dessus. L'argument insiste sur le fait qu'un système qui a stagné si longtemps ne peut se redresser durablement en seulement quelques saisons. La seconde lecture, plus enracinée dans l'expérience de terrain, avance que cette progression n'a rien d'un épisode temporaire. Elle repose sur 3 éléments que les cultivateurs constatent eux-mêmes: l'arrivée en masse de machines réellement accessibles, la présence permanente d'ingénieurs qui accompagnent chaque étape du processus, et la réorganisation des zones de production pour réduire l'exposition aux risques. Ce trio forme un socle que les anciens programmes n'avaient jamais réuni simultanément. Pour beaucoup de villages, ce n'est pas seulement une amélioration visible, c'est un renversement logique du fonctionnement quotidien. Face à ces deux visions, la réaction la plus solide consiste à examiner les faits que personne ne conteste. D'une part, les gains de 35 à 40% ne proviennent pas d'une seule variable, mais d'une combinaison stable: semer plus tôt, travailler plus vite, perdre moins de récoltes. D'autre part, 2 années consécutives de surplus céréalier en période d'insécurité ne peuvent pas être attribuées à la chance. Elles découlent de la rapidité mécanique et de la réduction du temps passé dans les champs, 2 éléments qui ne disparaissent pas du jour au lendemain tant qu'ils sont entretenus. Ainsi, même en adoptant la posture la plus critique possible, les données montrent que le pays n'a pas seulement bénéficié d'un moment favorable, il a corrigé les nœuds structurels qui empêchaient son agriculture de respirer. Et lorsqu'une transformation touche à la fois l'outil, l'organisation et la confiance, elle cesse d'être un accident pour devenir une dynamique. Un détail change tout. Au milieu de cette trajectoire ascendante, un élément souvent négligé apparaît comme le vrai pivot: la manière dont l'information circule désormais entre les villages, les ingénieurs et les responsables locaux. Avant, les cultivateurs travaillaient chacun dans leur coin, isolés, ne découvrant les erreurs qu'en fin de saison. Maintenant, chaque machine, chaque panne, chaque réussite devient une donnée partagée. Et ce flux constant crée une cohérence nouvelle.
Dans plusieurs régions, on raconte comment une simple indication transmise le matin, sur la pluie attendue, sur l'état du sol, sur la fenêtre idéale pour semer, a permis d'éviter des journées perdues. C'est dans ces échanges rapides, presque invisibles, que se loge la véritable efficacité. Ibrahim Traoré, en misant sur la présence humaine plutôt que sur les directives lointaines, a ouvert la voie à un système où chaque acteur comprend le rôle de l'autre. La révélation du midpoint est là. Ce n'est pas seulement l'arrivée des machines qui accélère le pays, mais la montée en résonance de milliers de décisions minuscules prises au bon moment. Et une fois cette cadence installée, la suite devient autrement plus prévisible. Au niveau national, la première conséquence visible de la nouvelle politique agricole est la capacité retrouvée à produire plus que ce que le pays consomme. 2 années consécutives de surplus céréalier marquent une rupture nette avec les périodes où chaque campagne se jouait à une poignée de sacs. Cette marge nouvelle ne signifie pas l'abondance, mais elle offre enfin un coussin de sécurité. L'État peut planifier avec davantage de sérénité, les stocks stratégiques reprennent du sens et l'idée de souveraineté alimentaire cesse d'être un slogan pour devenir une trajectoire mesurable. Dans ce cadre, chaque saison réussie renforce la crédibilité du choix fait en faveur des paysans et de leurs priorités. Pour les acteurs économiques, l'effet se voit dans les villages, mais aussi dans les circuits commerciaux. Lorsque les récoltes augmentent de façon régulière, les transporteurs et les intermédiaires peuvent organiser des tournées plus prévisibles. Les petites unités de transformation naissantes, qu'il s'agisse de tomates, de mangues ou de céréales, disposent d'un volume plus constant pour leurs machines. Cela évite les périodes d'arrêt brutal où les usines tournent à vide. La valeur ajoutée reste davantage sur place, car une part croissante de ce qui était vendu brut commence à être transformée dans le pays même. Cette stabilisation progressive encourage de nouveaux investissements locaux, souvent modestes mais déterminants pour les communautés. Dans la vie quotidienne des paysans, les conséquences sont encore plus palpables. Les journées de travail toujours exigeantes ne se transforment plus systématiquement en courses épuisantes contre la montre. La mécanisation et la présence d'ingénieurs réduisent les tâches les plus destructrices pour le corps. Les femmes peuvent conserver davantage de parcelles. Les jeunes ne voient plus l'agriculture uniquement comme un signe d'échec social. Quand les surplus apparaissent, la peur de la saison creuse recule d'un pas. Les familles disposent de plus de marge pour stocker, vendre ou investir dans un outil, un toit, une scolarité. La dignité ressentie dans les campagnes se renforce silencieusement au rythme des récoltes mieux sécurisées. À l'échelle régionale, enfin, les effets s'imbriquent avec la dimension sécuritaire. Grâce à la coopération au sein de l'Alliance AES et à l'usage coordonné des drones, les zones de culture sont mieux choisies, les déplacements mieux encadrés, les champs moins abandonnés. Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette logique où l'agriculture devient simultanément levier économique et pilier de résilience. Plus la production se maintient malgré les risques, moins les communautés sont tentées de fuir ou de céder à la résignation. La combinaison entre soutien matériel, organisation locale et information partagée montre qu'un pays peut, même en période d'épreuve, reprendre la main sur la manière dont il se nourrit et dont il tient debout. Dans l'hypothèse la plus cohérente avec les tendances actuelles, les rendements continuent de progresser légèrement, sans répéter nécessairement les hausses impressionnantes observées au début. Les villages conservent leur capacité de production, le système d'ingénieurs reste en place et les machines continuent de réduire le temps d'exposition en zones sensibles. Les surplus pourraient se maintenir ou diminuer légèrement selon la pluviométrie, mais la structure générale resterait solide. Moins de pertes, plus de coordination et un ancrage durable de la confiance bâtie ces dernières saisons. Dans ce scénario, l'agriculture s'installe comme socle du redressement national, avec un rythme régulier et prévisible. Si la coordination entre cultivateurs, ingénieurs et structures locales s'améliore encore, le pays pourrait entrer dans une phase d'expansion plus marquée. Les usines communautaires gagneraient en efficacité grâce à un flux d'approvisionnement plus stable, réduisant davantage le gaspillage et augmentant la valeur ajoutée locale. La mécanisation, mieux maîtrisée, permettrait d'ouvrir de nouvelles parcelles, tandis que l'usage accru des drones renforcerait la sécurité des zones cultivables.
Dans ce cadre, les jeunes reviendraient davantage vers l'agriculture, attirés par une activité qui offre une visibilité économique nouvelle. La dynamique régionale, soutenue par l'alliance AES, solidifierait cette progression. Même dans une perspective moins favorable, la structure mise en place évite un retour brutal en arrière. Les récoltes pourraient souffrir d'une mauvaise pluviométrie ou d'une recrudescence d'insécurité locale, mais la mécanisation conserverait un rôle protecteur. Elle réduit déjà la durée de travail dans les champs, ce qui limite les pertes liées au danger. Les surplus pourraient disparaître temporairement, mais le système resterait opérationnel. Les villages garderaient les compétences acquises, les outils resteraient utilisables, et l'organisation basée sur l'écoute, amorcée par Ibrahim Traoré, empêcherait un effondrement total. Dans ce scénario, la résilience primerait sur la croissance. À ce stade, une recommandation de pensée s'impose. Pour comprendre les 12 prochains mois, il faut considérer non seulement les chiffres, mais aussi les comportements. Là où les cultivateurs maintiennent la coordination et l'échange rapide d'informations, les résultats tendent à se stabiliser. Là où la confiance se délite, les gains s'amenuisent. Autrement dit, la clé n'est pas seulement technique, elle est collective. Pour comprendre ce moment particulier, il faut revenir à ce que vivent 3 groupes directement touchés par la transformation agricole. Chacun y trouve une portée qui dépasse largement les chiffres ou les discours officiels. Et c'est cette dimension humaine qui permet de saisir l'ampleur réelle du changement initié sur le terrain. Pour les cultivateurs, l'impact ne se limite pas à de meilleures récoltes. Il se manifeste dans le corps, moins de douleur, moins de journées épuisantes, moins d'angoisse liée aux pluies. Les machines ne les remplacent pas, elles les soulagent et leur redonnent le temps qui manquait toujours. Ce simple gain redéfinit leur rapport au travail. Ils peuvent désormais envisager une saison suivante, sans craindre d'être dépassés par les contraintes. La stabilité retrouvée fait naître une forme de fierté longtemps absente. Pour les familles et les communautés proches, l'effet le plus profond est la réduction de l'incertitude. Les excédents, même modestes, signifient des mois où l'on ne redoute plus la rupture de stock. Les enfants mangent mieux. Les revenus, même irréguliers, restent plus prévisibles. Les femmes, souvent en première ligne pour soutenir l'équilibre domestique, voient diminuer une partie de la charge mentale liée à la survie saisonnière. Cette tranquillité nouvelle n'est pas spectaculaire, mais elle transforme les relations au sein des foyers. Pour les citadins, les étudiants, les travailleurs éloignés des champs, la transformation offre une lecture différente de ce que peut devenir leur pays. Beaucoup avaient fini par penser que l'agriculture n'évoluerait jamais. Voir le contraire se produire redonne une forme d'élan. Si un secteur longtemps négligé peut se relever, d'autres le peuvent aussi. L'effet symbolique dépasse donc largement le cadre rural. Dans ces 3 regards, une constante apparaît. La transformation agricole touche chacun d'une manière discrète mais profonde, rappelant qu'un changement collectif commence toujours par des modifications minuscules au quotidien. Pour saisir ce qui peut consolider les avancées des dernières saisons, il faut observer les étapes déjà amorcées dans les villages et imaginer comment les prolonger sans trahir leur logique initiale. La trajectoire ne repose pas sur des réformes lourdes, mais sur une série de gestes précis, alignés autour de l'écoute instaurée par Ibrahim Traoré et de la coordination locale. Voici une feuille de route cohérente en 5 mouvements. Le premier mouvement consiste à stabiliser la présence technique dans les villages. Maintenir les ingénieurs agricoles sur le terrain garantit que les machines restent opérationnelles. Leur rôle n'est pas seulement mécanique, ils assurent la continuité du savoir-faire et empêchent les retours en arrière dus aux pannes longues. Le deuxième mouvement vise à organiser des cycles de formation saisonniers. Chaque début de campagne peut inclure des séances courtes pour rappeler l'usage optimal des outils, les fenêtres de semis et les précautions de sécurité. Une formation courte, répétée, ancre mieux les pratiques qu'un programme massif unique. Le troisième mouvement cherche à harmoniser le partage des machines. Créer des micro-calendriers villageois permet d'éviter les engorgements et d'assurer que chaque parcelle bénéficie du bon outil au bon moment. Ce type d'organisation renforce la cohérence déjà visible dans les zones où les rendements ont le plus progressé. Le quatrième mouvement propose de renforcer les capacités locales de stockage. Même sans multiplier les infrastructures, améliorer l'aération, le tri et la conservation évite les pertes qui grignotent une partie des surplus. Chaque kilogramme sauvé
renforce la sécurité alimentaire. Enfin, un cinquième mouvement invite à consolider l'échange d'informations. Le flux d'indications quotidiennes sur les pluies, les risques, l'état des sols s'est révélé déterminant. Formaliser légèrement ces échanges, sans les bureaucratiser, donne au village un outil de décision plus fiable. Ce chemin, en apparence modeste, repose sur une conviction simple: protéger ce qui fonctionne déjà plutôt que réinventer sans cesse. Et c'est précisément cette continuité qui donne de la force au mouvement enclenché. Dans ce long mouvement de reprise en main, une image revient avec insistance, celle de l'ingénieur agricole, marchant entre les parcelles, un carnet dans la poche, entouré de cultivateurs qui expliquent, montrent, corrigent. Cette scène, déjà présente au début du renouveau, devient ici un motif de conclusion, car elle incarne la relation qui a tout déclenché. Écouter avant d'agir, comprendre avant de décider. Ce lien modeste, presque banal en apparence, a pourtant déplacé l'équilibre d'un pays. Lorsque les cultivateurs ont vu que leurs mots orientaient réellement les décisions, ils ont retrouvé une force qu'ils pensaient perdue. Et lorsque Ibrahim Traoré a fait de cette écoute un principe plutôt qu'un geste ponctuel, la confiance a cessé d'être fragile. Elle était devenue un socle. On le perçoit aujourd'hui dans la manière dont les villages parlent de leur propre avenir. Ni exaltation ni naïveté, mais une certitude tranquille née du travail accompli. Le callback est clair. Le même chemin parcouru aux côtés de l'ingénieur se prolonge maintenant à l'échelle du pays. Et une vérité s'impose, simple et dense. Un changement durable commence toujours par une voix qu'on accepte d'entendre. Dans cette histoire façonnée par des gestes patients et des voix longtemps ignorées, chacun peut reconnaître une part de ce qui fait tenir un pays. La capacité de regarder le réel sans détour et d'agir à partir de ce que l'on sait, non de ce que l'on imagine. La trajectoire agricole du Burkina Faso le rappelle discrètement. Les transformations durables naissent des mains ordinaires, de la coopération quotidienne et de l'attention portée aux détails. Si vous souhaitez comprendre comment ces dynamiques évoluent, comment les villages poursuivent leur travail ou comment les communautés transforment leur expérience en force collective, l'espace reste ouvert. Une conversation plus large, faite d'observations, de questions et d'exemples vécus, peut donner encore plus de relief à ce renouveau. Rien n'est figé. Chaque saison apporte un indice, une nuance, une confirmation ou un défi. Et c'est précisément en suivant ces petites évolutions que l'on voit apparaître les lignes de fond. Alors, que retenez-vous de ce parcours et quelle partie de cette histoire aimeriez-vous explorer davantage ?